un filing, donc ils ont demandé auprès du département des patentes américaines d'avoir 500 nouvelles patentes. Et ils en ont reçu 56. Alors, évidemment, les chiffres comme ça veut rien dire, mais pour vous citer un autre chiffre, vous parliez de Siemens, IBM, cette année, ils ont reçu 6000 patentes en 2011. Donc, Facebook, ils sont obligés d'avoir des patentes parce qu'autrement, ils risquent de se faire accuser d'utiliser la propriété intellectuelle non seulement de Yahoo, mais on peut trouver évidemment beaucoup d'autres compagnies dans la technologie qui vont se précipiter derrière Yahoo pour les attaquer. Donc voilà, ils font des emplettes pour essayer d'avoir un portefeuille suffisant de propriété intellectuelle. Voilà, la guerre et le commerce des brevets à suivre aussi sur BFM Business. Grâce à vous, Grégory Volokin, on va vous souhaiter une bonne fin de séance. Elle ne fait que commencer à New York. Il est 15h45 à Paris. L'indice CAC perd 0,6%. Jusqu'à 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Voilà, c'était donc le point réalisé par Grégory Volokin au micro de BFM, c'est très intéressant. Alors que là, les acheteurs sont largement revenus sur les actifs à risque en général, et plus précisément sur le câble, avec un redressement de plus de 50% du dernier mouvement de baisse. Donc casser à la hausse la zone de résistance, et je vais chercher un éventuel nouveau point d'entrée. Alors là, au niveau de mon premier point d'entrée, donc je ne vais pas être là pour ça, pas besoin de prendre tout de suite. Si par exemple on vient chercher 61.8, voire la R1, je suis susceptible de reprendre position à la vente. Pour le moment, je laisse courir, je perds actuellement 4,49€. Ce qui représente 0,5% de l'ensemble de mon capital. Donc pas de panique pour le moment. Alors, sur... 2 petites secondes. Ok. Sur le pétrole avec ma position acheteuse, où est-ce qu'on en est? Pas grand chose, on revient sur nos pas. Donc là, au niveau des profits, de toute façon je suis très peu exposé. On est à moins 6 centimes. De l'euro-dollar, a priori, on est bien remonté avec une belle bougie haussière là. Alors, sur le câble, ça se poursuit pour le moment. L'accélération. Les acheteurs qui mettent une certaine pression. Pas de nouvelle prise de position pour le moment. Une position par exemple de 4,32€, une position par exemple de 20 centimes. Alors je suis très content d'avoir pris un premier bénéfice. J'ai une bonne inspiration. 4,21€ qui ont été pris tout à l'heure. Donc c'était à 5 et 6 à 11h. Non, je dis n'importe quoi. Oui, ça s'était ouvert à 11h et donc je les ai pris à 8 et 6, 14h35. Donc là on va chercher un nouveau point d'entrée éventuel si une bonne occasion se présente. Alors, sur le chat écrit, quelques réactions. Ok, ça on avait vu. Forex Pro a fait faillite cette nuit, dit Luc. Tu rigoles ou quoi? Salut Pablo qui nous a rejoint. C'est l'annonce de la faillite de Forex Pro. Sérieux Luc? Forex Pro fait faillite, Osigo tape plus haut d'hier. Est-ce que tu as un lien, Luc, vers ça? Ton long Fab, il coule. Oups, désolé pour la majuscule. Bah, je suis pas long, je suis vendeur, moi. Mais en effet, pour le moment, je perds de l'argent, ouais, Matt. Après, pas de panique, comme je t'ai dit, pour l'instant, ça représente 0,5% d'un capital à 800€, donc pas de panique du tout. Hein. Je répète mon plan de trading, donc là, il n'y a vraiment aucun problème. 19€ pour l'instant sur Eurodoll pour moi. Bonne journée, bah, bien joué, Rednef. Voilà, bah, bien joué pour ton nom, hein, Lolo. Alors je vais voir du côté de Forex Pro, apparemment ils ont fait faillite. Ça marche le live? A priori oui, pourquoi toi ça passe pas chez toi? Non. Alors attends, je vais voir. Ça doit passer pour les autres, ça doit juste être moi. Non, c'est possible que ça marche pas, attends, je vais regarder.
Ça risque de pousser un peu à la hausse. Sur le câble, attention Fab, on va voir. Oui, ça marche, ok, merci Luigi. Pour le moment, 31 centimes de perte, c'est encore trop tôt pour une nouvelle position, hein, parce que j'ai encore un ordre qui est proche des cours actuels. Donc je laisse courir, pour le moment les acheteurs font ce qu'ils ont à faire. Je me suis exposé dans le mauvais sens, pas de problème. Alors on va aller voir si ça a évolué au niveau du pourcentage d'acheteurs et de vendeurs, hein, notamment sur le câble qui m'intéresse spécifiquement aujourd'hui. Donc on va regarder le sentiment déjà chez Oanda. Donc sur le câble on a 32% d'acheteurs et 67,97% de vendeurs, hein, chez le plus gros broker aux États-Unis. Après je sais pas, ça se trouve sur le long terme je me rendrai compte que c'est pas bon comme approche, je teste, ça me semble plutôt cohérent, on verra. Sur du Cascopy on a 27,95% pour 72,0 d'acheteurs pour 72,05% de vendeurs, donc là encore une grande majorité. Et puis du côté de FXCM, on a donc sur GBPUSD toujours 40% d'acheteurs, donc 60% de vendeurs. Donc, je vais aller chercher d'autres sentiments. Il y a qui? Il y a Oanda, du Cascopy, FXCM. Il y a qui comme autre gros broker? Forex.com. On va regarder au niveau des membres de Forex Factory. GBP USD. Voilà. Ah non, 9 traders, 10 traders, c'est inutile ça. Ça m'intéresse pas. Peut-être sur MyFXBook, je crois qu'ils ont des outils de ce type. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Communauté, nouveau trader, doit expérimenter, système de trading, stratégie, programmation, boîte à idées. Non, bah voilà. Alors, boîte à idées, review, stratégie, système. Attends 2 secondes. Communauté, on va aller voir, c'est peut-être ici. Alors, général, nouveau trader, système de trading, stratégie, programmation, boîte à idées, communauté Outlook. Voilà, ça c'est bien. Et donc, c'est quoi? Ils ont dit every toutes les 60 secondes. Voilà. Donc, voilà, bah, ça c'est intéressant. Donc, on a en tout 721 lots qui sont pris en compte. Sur $yen là. 1581 positions. Voilà, c'est pas mal. Donc, ça, je vais la mettre dans mes favoris. Je vais compléter ma liste des différents brokers et outils qui indiquent le nombre d'acheteurs par rapport aux vendeurs. On voit on a une grosse pression vendeuse sur Eurodoll. Alors par contre ça marche mal. On a une pression vendeuse également sur le câble. Donc beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Symbole popularity. Donc là on voit que voilà, ils sont assez populaires. L'euro-dollar et le câble c'est les plus tradés. Note long prix de distance. Ça, je comprends pas trop. Mais bon, voilà, donc on voit qu'on a une majorité de vendeurs sur le câble. On peut voir par pays, c'est marrant ça. C'est par exemple on regarde GBP/USD. Ah, on voit que les Russes sont très largement vendeurs là sur GBP/USD et que en Indonésie aussi on est très largement vendeurs sur la livre sterling face au dollar, le câble. C'est marrant ça permet de se rendre compte de certaines choses. Par exemple si on prend sur Eurodoll, ça me fait marrer, tiens. Ah, c'est au niveau des positions vendeuses, il y a une certaine homogénéité. Si on regarde les positions longues, ah ouais, beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Ok. Ça déconne un peu leur truc quand même. Dans l'ensemble c'est intéressant.
Rui-Laconde, donc au niveau de ses positions, il y a 55% de comptes réels. Il y en a 52% qui sont profitables, 47% qui sont non profitables, donc au niveau des Outlook, donc ce qui permet de suivre. En tout, il y a 51 79 556 $ qui ont été gagnés et 293 683 497 $ qui ont été perdus depuis les débuts du Outlook, là, donc de leur outil sur MyFixBook. Et c'est marrant parce que on voit que voilà, là actuellement il y en a 52% qui sont profitables et seulement 47%, mais qu'en fait il y a beaucoup plus de pertes. Donc a priori ceux qui perdent beaucoup plus. Et donc le dépôt moyen par contre c'est quand même 18 299 $. Après ça prend en compte aussi les comptes démo, donc ça ne veut pas dire grand chose. Et le profit moyen c'est 4 900 $ pour les comptes positifs. Et la perte moyenne est de 28 176 $. Voilà, bon c'est intéressant. On voit qu'on a une majorité de traders qui trade l'euro-dollar et le câble justement. Donc les traders particuliers. Donc voilà un outil intéressant. Alors, on va aller chercher d'autres traders sentiments, ça s'appelle. Je vais jeter un coup d'œil par contre à mon câble, voilà, qui a bien monté là. Donc on va peut-être avoir une opportunité de rentrer. Je vais attendre encore un peu là. Ça pourrait se concrétiser assez rapidement. Une petite bougie baissière. Bon, pas encore de panique, pas la peine de rentrer trop tôt non plus, mais faut pas rentrer trop tard. Ouais, je vais le prendre de toute façon. Ok, je le prends. Donc j'ai un nouveau short sur le câble, pardon. Donc je remets 3 lots à la vente sur le câble. J'ai 6,25 € de perte en cours. On approche donc des 1%. On a 0,75% de perte actuellement par rapport au capital. Donc pas de panique, mais simplement une perte en cours. Alors. Sentiment de trader. Ça on avait vu. Zone, alors sentiment, ça c'est naze. Zone euro, machin, traderforex.fr. Ticker Sense. On va voir ce qu'il en est. Si vous avez des liens sur des outils intéressants de ce type, n'hésitez pas à me l'indiquer. Alors, quel autre gros broker on aurait? FX Pro, on va voir s'il le propose. Sponsorship, partner, Rebase, WebTrader, Tools. On va aller voir ça. Non, il n'y a pas. Bon, bah, je trouve pas d'autres informations. Alors, sur le câble, bah, là on a continué à monter. 6,94 € de perte en cours. On a nos 3 micro-lots ouverts sur le câble. Pour le moment, pas de profit, plutôt des pertes sur la journée.
très légère. Les acheteurs qui continuent à mettre la pression. Une majorité de vendeurs, on l'a vu sur le câble, d'après l'étude de l'ensemble des outils de sentiment des traders qu'on a pu étudier. On verra si ça paye ou non. On a une belle hausse cet après-midi, c'est donc des positions contrariantes. En M1, on voit qu'on a les moyennes mobiles exponentielles qui s'orientent à la hausse. Dès qu'on est dans une unité de temps, on voit qu'on est quand même sur une phase de fond qui est hésitante. Alors, sur le chat écrit, en majuscule, ça marche. Salut Fabien, t'as pensé à faire un lexique sur ton site? Alors oui Pablo, mais c'est très long. Donc j'avais commencé, il faut que je finisse. Tous les termes de là. Bonjour à tous, Forex Pro c'était super pour avoir les chiffres économiques en live. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi bien comme autre site non payant pour les annonces éco? Alors Lolo a mis un lien. Voilà, c'est Forex Factory, c'est en anglais, mais bon, c'est quand même pas compliqué. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour. C'est quand même assez simple. Il n'y a pas besoin de tout comprendre, hein. Donc même si tu parles pas bien anglais, voilà. Fab, désolé, j'étais coupé, du coup j'ai pas entendu ta réponse. Il n'y a pas ETE sur USD GPGRAPH. Golsa, est-ce que tu peux préciser l'unité de temps s'il te plaît? Parce que j'ai pas vu dans l'épaule de tes a priori. Si tu précises, peut-être que j'y verrai plus clair. Alors sur le câble M5 on tend à se retourner, attention on est à moins 6,66, c'est donc un trade de mauvais augure. Alors New York Financial Press, un petit point sur la situation sur l'euro-dollar, on écoute ça. Après un fort recul face au dollar hier, l'euro se ressaisit aujourd'hui. Jeudi, je vous rappelle, un indicateur a montré une contraction plus importante que prévu de l'activité dans le secteur privé en zone euro et cela a quelque peu refroidi les cambistes. Ce vendredi, en l'absence de données macroéconomiques majeures, on assiste à quelques rachats à bon compte pour la monnaie européenne. On est à 1,3243 pour 1 euro dans les premiers échanges à Wall Street. Et du côté de la parité dollarienne, le billet vert continue de reculer. On est à 82 yens 41 pour 1 dollar, une demi-heure après l'ouverture des marchés américains. Une bougie baissière là, sur le câble, on a actuellement 1,9 pips de spread sur GBP/USD, donc c'est un spread tout à fait acceptable hein, pour le câble, donc ça pour ça Wanda ils sont bons, il faut l'avouer. Parfois par contre le spread peut augmenter, notamment durant les news assez fortement, je n'ai pas surveillé tout à l'heure d'ailleurs. Tiens, la semaine dernière, Paul Orion avait fait un point tout à fait intéressant. On va écouter le point qu'il a fait ce jour-ci, c'est chaque vendredi. Alors des fois il dérive complètement et des fois c'est très intéressant. Donc on va voir de quoi il nous parle. Voilà, on écoute Paul Jorion. Bonjour, on est vendredi 23 mars. Et aujourd'hui, pas de finance, pas d'économie, on parle d'autre chose, on parle d'un autre sujet, on parle de linguistique. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de linguistique? Parce qu'il y a un mot dont je voudrais vous parler, je voudrais analyser son fonctionnement. C'est un mot que j'ai entendu pour la première fois sans doute ces jours derniers et je ne suis pas allé regarder la définition du dictionnaire parce que bon, les contextes dans lesquels ce mot était utilisé rendaient son sens assez simple à comprendre. Alors, ce mot, ça c'est le mot instrumentalisé. Voilà.
connaissez pas, comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, on l'utilise de la manière suivante. Instrumentaliser, c'est prendre un vieux préjugé qu'on avait, prendre un fait d'actualité et dire du fait d'actualité, regardez, cela illustre ce que je vous avais dit. Mais ce n'est pas une vraie illustration, puisque le principe qu'on part, le principe qu'on dit illustrer, c'est quelque chose qui n'a pas de fondement, c'est un préjugé, c'est quelque chose qui n'est pas justifié. Alors, j'ai déjà suggéré quel est le mot contraire du mot instrumentalisé, c'est le mot illustré. Si j'ai développé une théorie qui est tout à fait justifiable et qu'un fait d'actualité illustre ma théorie, je peux dire effectivement ce fait d'actualité illustre ce que j'avais dit. J'avais expliqué une chose, j'avais dit ça se passera de telle manière et ça s'est passé de telle manière. Je vous donne un exemple. Je parle assez souvent ici de ce qu'on appelle la planche à billets, le quantitative easing, qui est l'expression sympathique pour dire la même chose, c'est-à-dire créer de l'argent, non pas parce que la richesse est créée, mais créer de l'argent parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a un grand trou qu'on doit combler. Alors, je dis depuis un certain temps, la politique de la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, et la politique de la Banque centrale européenne sont des politiques qui peuvent conduire à l'hyperinflation. L'hyperinflation, c'est quand la monnaie perd de sa valeur et qu'on est obligé de remplir une brouette de billets de banque pour aller acheter du pain à la boulangerie du coin. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise ces termes-là. Alors, si jamais l'hyperinflation venait, et que je fasse un discours en disant « Regardez, je l'avais bien dit », quelqu'un me dira « Vous instrumentalisez parce que, en fait, regardez, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à pas de chance, et vous êtes là à vous faire des gorges chaudes en disant « Je l'avais bien dit », etc. Mais c'est pas du tout parce que c'est le mécanisme que vous aviez décrit, non, c'est la faute à pas de chance, c'est un événement comme ça, et vous profitez de la misère du monde, de choses qui sont tragiques, de choses qui sont terribles, pour essayer de vous faire mousser vous-même. Et en fait, il n'y a pas de lien véritable entre ce que vous aviez raconté, qui était en fait un préjugé, et ce qui est en train de se passer. Et vous voyez comment fonctionne ce mot instrumentaliser. On ne dit pas j'instrumentalise, tu instrumentalises. Non, ça fonctionne différemment. On dit j'illustre mes propos et tu instrumentalises. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu des mots, chers amis linguistes, est-ce que vous avez déjà vu des mots qui fonctionnent de cette manière-là? Eh bien oui, savoir et croire. Et j'en parle longuement dans certains de mes ouvrages. Je parle de savoir et croire parce que ça fonctionne de cette manière-là. Je sais que les pommes sont rouges et tu crois, crétin que tu es, que les pommes sont vertes. Bon, on dit... Alors, on va pas regarder plus que ça, mais si ça vous intéresse, je vous laisse le lien sur le chat écrit. Une histoire de pommes. Voilà, une histoire de pommes. Alors, Phil donnait le lien vers DailyFX. Voilà, DailyFX propose également un calendrier assez complet. Donc ça, c'est pas mal. Yogi disait merci Lolo. C'est un peu moins bien horaire US avec le décalage et langue anglaise. Mais tu peux changer un Yogi. C'est quoi comme type et comme nombre? C'est des moyennes mobiles exponentielles appliquées au cours de clôture à 100, 50 et 20 bougies précédentes. Enfin, 20 cours de clôture précédents. Oui, pardon Pablo, hein, j'avais pas répondu, mais Rednef t'a mis le lien, donc voilà. Vous êtes méchant avec Jorion, dit Féfé. Non, mais c'est pas mal des fois, mais après des fois c'est vrai qu'il dérive, mais c'est son choix, donc bah, après c'est normal de moins écouter, même si ça doit être sans doute intéressant. Pour le moment, le mouvement se poursuit sur le câble.
Je vais essayer de ne pas rentrer de nouveau, puisque j'ai pris mes 3 positions. L'or a bien monté aujourd'hui. Donc, si on regarde en journalier, on a une belle bougie haussière. Donc bravo à ceux qui ont tradé l'or à la hausse aujourd'hui. Moi j'ai été tenté, mais on était déjà trop haut selon moi, donc j'ai pas voulu prendre position. Voilà, sur le cap pour le moment, 61 centimes de perte pour la position la plus proche des cours actuels, et 7,64€, donc on approche des 1% de perte par rapport au capital total. Alors du côté du pétrole, ça bouge très peu. 3 centimes de bénéfice. Une position qui sert quasiment à rien. C'était plus pour tester, hein, donc je regrette pas de toute façon. Tester comment ça se passe au niveau des CFD, le prix, la taille des lots, etc. C'est limité à combien de vues? Je ne sais pas du tout pourquoi. Parce que moi ça bug complètement. Hein. Ça te met quoi? Il y a pas mal d'interruptions et puis qui durent assez longtemps. Alors, est-ce que chez vous aussi il y a des coupures? Sinon, essaye de baisser la qualité en fait. Mets en low. Ah, Constructeur immobilier, KB Home aujourd'hui en perte trimestrielle avec un carnet de commandes qui est pas au plus haut, hein, loin de là. On sait que l'immobilier américain ne participera pas à la reprise économique si celle-ci doit se prolonger. D'accord. L'immobilier a besoin de nettoyer encore un certain nombre d'excès. Ce qu'on peut appeler les inventaires de l'ombre sont encore nombreux et doivent être récusés et vont prendre encore une bonne année à être, je dirais, définitivement nettoyés. Donc de ce point de vue, l'immobilier, on le sait, ne participera pas à la croissance s'il y a croissance d'ici la fin de l'année et à l'entrée de 2013. Le deuxième point, c'est que sur l'immobilier, on doit distinguer les volumes et les prix. Les volumes sont en train encore de s'ajuster à la baisse, donc on a une contraction de l'activité en volume dans l'immobilier, alors que les prix semblent donner des indications de stabilisation. Et c'est ça qui nous donne aussi de l'espoir sur cette croissance, puisqu'on a précisément besoin que l'immobilier arrête de peser sur le patrimoine des ménages, dans le sens où la baisse de l'immobilier a détruit du patrimoine et donc de la consommation. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, puisque nous sommes potentiellement à un tournant du cycle immobilier américain, d'abord sur les prix, un peu plus tard sur les volumes, et de façon générale, l'immobilier pèse moins sur la croissance à la baisse que ça ne l'a été au cours de ces dernières années. C'est ça peut-être la bonne nouvelle, et c'est ça que le marché regarde et scrute à chaque chiffre immobilier pour savoir si ce que nous venons de dire est justifié ou malheureusement invalidé. Je dirais qu'à travers les statistiques que nous avons eues cette semaine sur l'immobilier, tout ce que nous venons de dire, pour l'instant, se confirme. C'est plutôt de bon augure pour l'avenir à moyen terme. La purge n'est pas terminée, mais le pire est sûrement derrière nous, et donc vous restez optimiste. Et globalement, l'environnement, en tout cas, est nettement moins noir pour les États-Unis qu'il y a un an. Il n'y a pas de doute qu'il y a même 6 mois encore. Maintenant, la question de fond sur la fin du processus de désendettement, la fin de la baisse du cycle immobilier d'un côté et la reprise économique auto-entretenue et vertueuse de l'autre n'est pas encore tranchée.
probablement auront-on une réponse définitive à cette question dans les 3-4 mois qui viennent, et je dirais pas beaucoup plus. Et Wall Street, effectivement, là, est totalement stable encore aujourd'hui, au point mort. Plus vraiment de raison d'aller beaucoup plus haut. Le Standard & Poor's 500 à 1392, plus 0,01% à Paris. On est en baisse pour la cinquième journée d'affilée. Merci beaucoup Christophe Denay chez Pictet en direct de Genève, donc sur notre antenne. Ouais, j'ai coupé ma position là sur le pétrole, mais je comprends rien. Bon, en l'occurrence, c'est gagnant, mais je comprends vraiment rien à FX Trade là, leur plateforme de Honda, vraiment. Je vois, il y avait marqué 0,03 au niveau des bénéfices sur la position verte. Je l'ai fermé, je vais dans activité et je vois que j'ai gagné 72 centimes et quelques. Et donc au final, j'ai gagné 74 centimes avec un intérêt gagné. Avec 1. Je sais pas ce que c'est comme unité. Donc vraiment, j'y comprends rien du tout. C'est pour ça que je suis plus allé sur MT4. Il faudrait que je m'y intéresse, je pense. Ça doit être facile à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui utilisent cette plateforme, donc je suppose que c'est moi qui comprends pas. Et que ça doit pas être compliqué. Mais du coup, ouais, il y avait un moment où on était en certains profits. Ça devait être pas si mal. Et puis ben là, on est en 15 minutes. Si on passe sur du 5 minutes, voilà. Bon, ben, je viens de clôturer. On avait eu une accélération haussière, on est revenu sur nos pas, là on hésite. Je vais clôturer, on a pu prendre un peu plus, j'ai pas de regrets, il n'y a presque pas de mouvement. Je ne comprends pas bien le fonctionnement des CFD, donc autant y aller doucement, je réessayerai plus tard. Et donc là du coup je vais revirer ma somme sur mon compte MT4, alors que là, et on a le temps de reprendre le marché sur le calme, tant mieux. On va voir si le mouvement se poursuit. Alors... Après, si je veux traiter le brut, comme on m'avait dit, je peux aussi traiter USD-CAD qui est très corrélé au cours du pétrole. Je jetterai peut-être un coup d'œil de ce côté-là. Là, on va aller voir ce que ça a donné avec le gros mouvement qu'il y avait eu sur le pétrole, s'il y a eu du mouvement sur USD-CAD. Alors, USD-CAD, voilà, qu'on a ici. Et donc, en M1, on a eu une belle pression vendeuse, mais pas le mouvement aussi brusque que sur le pétrole. Donc c'est pas non plus une corrélation parfaite. Voilà, donc l'argent est transféré. Donc je reviens avec mon capital total. On a 873 € sur mon compte au niveau des positions fermées et 7,27 € de perte en cours sur l'équité à 866 €. On verra comment ça évolue. 16h17, sur les marchés actions, on est reparti de l'avant avec un CAC qui corrige ici en M5. Après avoir été en forte baisse toute la journée, enfin en forte baisse non mais en baisse. Marché action américain également et un DAX qui reprend des couleurs aussi. On a une grande majorité de vendeurs sur le câble. On va voir quand le mouvement global de hausse sur les actifs à risque s'essoufflera. S'il s'essouffle, si les vendeurs reprennent formellement ce marché ou pas. C'est le pari que j'ai fait. On verra si ça se confirme. Alors, on a retracé plus de 61,8, donc on peut s'affranchir des points pivots. Là, si je dézoome, on est quand même sur une zone de fond d'hésitation. Avec des plus bas de plus en plus haut. Voilà, ici. Des plus hauts de plus en plus bas. Voilà. Et donc, pas de vraie volonté d'aller dans un sens ou dans l'autre. En H1, on a tracé 50%, on est reparti à la hausse. On a du mal ensuite à... Voilà, on est dans une période de range, on pourrait dire. Avec une zone de support. Bon, il y en aura plusieurs. Hein. Voilà, une support serait assez large, elle dessinerait ici.
Et la zone de résistance donc à 1.5922. Seconde zone 1.5912. On a pas mal d'acheteurs là. Alors, je suis en train de voir une nouvelle chaîne là, à laquelle je vais m'inscrire. Ça s'appelle Rue des Traders, devenez trader à domicile. Ils ont publié 4 vidéos pour le moment. Je vais aller voir ce qu'ils disent. Attends, je vais consulter leur profil. Ouais, ils ont commencé à publier à 21h. On va écouter ce qu'ils ont à nous dire sur les bandes de Bollinger. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser un outil d'analyse très puissant et très souvent utilisé par les traders professionnels, les bandes de Bollinger. Il s'agit d'un indicateur composé de plusieurs courbes qui sert à nous indiquer la volatilité d'une tendance. Nous allons tout d'abord étudier le fonctionnement de l'outil d'analyse que nous vous mettons à disposition dans la partie outils de notre site. Dans la partie instruments, ici, nous allons choisir les devises à analyser. Ensuite, nous allons dans la partie Time Scale. Ici, on va pouvoir afficher nos courbes sur un facteur temps choisi. Nous allons donc nous positionner sur 1 minute car il est préférable de trader sur du court terme. Ensuite, nous allons dans la partie Studies et nous allons afficher nos bandes de Bollinger. Vous allez sur l'onglet Bollinger Bands et vous cliquez sur New. On peut voir que l'outil est réglé par convention sur un average de 20 et sur une Standard Deviation de 2.0. Nous allons laisser ces réglages et cliquer sur OK. On peut voir deux courbes qui viennent d'apparaître ici en bleu. Les bandes de Bollinger constituent une sorte de cadre qui viennent entourer notre courbe. On va remarquer que lorsque notre courbe va venir couper l'une des deux bandes, eh bien celle-ci va très souvent repartir dans le sens opposé. Voici quelques exemples. À ces différents endroits, on peut voir que la courbe vient couper la bande du haut, et donc le but sera à ce moment-là de parier dans le sens contraire, c'est-à-dire à la baisse. En revanche, si la courbe vient couper la bande du bas, on pariera à la hausse. On peut voir qu'il existe tout de même des phases où la courbe va longer la bande de Bollinger, et donc c'est pas une technique qui est fiable à 100%, mais ça reste quand même un très bon indicateur, et notre courbe va forcément à un moment ou à un autre remonter, repasser dans le sens inverse de la tendance dans laquelle elle est. Voilà, donc maintenant nous allons essayer, nous allons prendre des paris. On va regarder la courbe, on voit ici que la courbe vient juste de croiser la bande de Bollinger du bas. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons parier sur cette valeur, nous allons parier à l'inverse, c'est-à-dire à la hausse. Donc nous allons sur le site de trade.
Donc là, je vous montre mon solde de départ. Comme ça, je vous remontrerai au fur et à mesure des trades l'évolution du solde pour vous montrer les gains. Donc voilà, et nous allons parier. Donc sur la valeur que nous venons d'analyser, nous allons parier à la hausse. Voilà, donc là j'ai gagné. Donc on peut voir le solde. On voit que j'ai fait un bénéfice net de 60. C'est les options binaires, ça. Donc on va reprendre notre pari tout de suite. Oh là là, il y a trop de vidéos sur les options binaires. C'est vraiment un business qui rapporte ça. Bah oui, je pense, oui. Bah attends, on va voir ce qu'il dit, et s'il dit qu'il a gagné des 1000 et des 100. Que la courbe vient taper la bande de Bollinger du haut, donc on va pouvoir en déduire que sur un laps de temps très court, elle va sûrement redescendre, donc on va aller parier sur cette valeur à la baisse. Donc nous allons miser 100 et on va cliquer sur Put. Et on va passer en vitesse accélérée pour aller voir directement le résultat. Donc voilà, super, c'est encore un pari gagnant, donc ça nous fait encore un bénéfice net de 70 euros, parce que je vous rappelle, on est à 70%. Donc on va voir le solde. Et on va prendre un autre pari tout de suite. Donc là, pareil que tout à l'heure, on voit que la courbe vient juste de taper la bande de Bollinger, donc on va prendre le pari qu'elle va repartir à la baisse. Donc on va faire ça tout de suite. Et on va passer en accéléré pour voir le résultat. Voilà, donc encore un trade gagnant. Donc on peut voir sur très peu de temps que j'ai réussi à capter une tendance, et grâce à ces bandes de Bollinger, eh bien, ça m'a permis de pouvoir anticiper un peu ce qui allait se passer. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine méthode. Au revoir. Alors, bien sûr, tout n'est pas si simple, hein, sinon ce serait formidable. Donc, la seule chose, c'est que le mec il misait pas trop, donc il avait un certain money management. Après, derrière ce type de vidéo fait croire que le trading c'est facile, alors que c'est tout sauf facile, hein. Vraiment. Donc, voilà, c'était un petit extrait, méfiez-vous, hein, de ce type d'approche. Alors, moins 6,49 € au niveau de l'ensemble de la position ouverte, rien de particulier pour le moment. Le vendeur tente de revenir. On a une zone d'accumulation ici en M5, on la voit encore davantage en M1 avec une espèce de petit range qui se met en place. Voilà, juste au dessous de la R1 dont on parlait tout à l'heure. Je prends Bollinger. Tu short et ça marche à tous les coups. Je sais pas ce qui se passe, j'ai trouvé le Saint Graal, je comprends plus rien. On va voir si les vendeurs sont capables de reprendre en main ce marché. Tiens, un magasin de plateforme multi-écran, enfin un magasin en ligne, c'est multiécran.com. On en avait parlé sur le forum là il y a quelques temps. C'est une entreprise qui vous propose des plateformes de 2 à 24 écrans livrées et installées directement chez vous ou à votre entreprise. Voici
Voici une démonstration de la plateforme Trader 6 écrans, plateforme optimale pour développer votre activité de trading avec 6 écrans pour maximiser votre visibilité, votre performance sur les marchés financiers. Cette plateforme est disponible sur notre site multi-écran.com. Ayez une visibilité maximale de vos graphiques sur cette plateforme. Vous pouvez regarder vos graphiques ou bien les étendre sur 2, 3, 4, 5 ou 6 écrans de manière à avoir une vue d'ensemble, une visibilité optimale et un rendu parfait. De cette manière-là, optimisez et augmentez votre rentabilité grâce à une visibilité bien plus importante que sur un écran unique. Voici un exemple de bureau étendu de trading avec 4 écrans sur lequel 4 graphiques en plein écran apparaissent, avec un écran sur lequel 3 graphiques scindés sur l'écran apparaissent, et sur le dernier écran vous pouvez y insérer votre plateforme de négociation pour passage d'ordre afin d'avoir une visibilité totale sur les valeurs suivies et sur les actions suivies. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous avez une totale liberté de mouvement de vos graphiques et de votre plateforme. Ainsi, vous pouvez la configurer de manière à ce qu'elle soit totalement dédiée à la visibilité que vous voulez obtenir. Donc comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas obligé d'avoir des graphiques sur l'intégralité de vos écrans. Vous pouvez aussi visionner donc des vidéos en live, de la télévision, du streaming, donc tout ce qui est autre activité que du graphique pur ou des plateformes de négociation. La plateforme est conçue et prévue pour ce genre de tâches, simultanées qui ne posent aucun problème à la plateforme, qui est surpuissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur multi-écran.com. Plateforme de 2 à 24 écrans sur mesure ou directement sur catalogue. Pardon, donc voilà, ouais, des plateformes qui sont intéressantes. Bon, c'est pas indispensable, mais c'est pas mal quand même d'avoir beaucoup d'écrans. Moi j'en ai 2, franchement 2 c'est vraiment utile. Je pense qu'un problème ce serait pas de refus. Plus c'est peut-être du gadget, mais quoi qu'il arrive c'est pas mauvais. Fallait-il sauver les banques? Écoutez l'avis de ce mec. A priori, il va dire que non. C'est monsieur Patrick Taglierico. Je comprends votre sensibilité et votre crainte du choc social, mais en même temps, vous prenez les mêmes solutions que vous preniez pour l'Irlande. Par exemple, maintenant, vous parlez de couper les pensions. Vous dites, je crains le choc social, mais en même temps, vous voulez réduire les pensions, etc. Vous ne dites que pour la peur, évidemment. Je voudrais savoir une chose. Donc, l'Irlande, c'est plus ou moins le modèle. L'Islande, par contre, qui décide de ne pas payer la dette, c'est l'anti-modèle. Parce qu'il va très bien l'Islande, là. Mais pour vous, c'est l'anti-modèle. Il décide de ne pas payer aux banques. Il y a un économiste, donc évidemment belge, je vois, c'est qui parle? Qui s'appelle Paul Jorion, et qui évidemment a beaucoup travaillé sur la question des dettes et tout ça. Et il estime en fait que c'est un faux débat, qu'en réalité on devrait beaucoup plus changer de paradigme au niveau de la mesure des déficits publics. On ne devrait plus mesurer par rapport au PIB, mais plutôt par rapport à la recette. En général, on dit que quelqu'un est en faillite lorsque, en fait, il dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. Mais il se trouve que, généralement, on dit que les États publics, la plupart des États européens sont en faillite ou sont endettés par rapport au produit intérieur brut. Est-ce que vous ne pensez pas, donc, M. Coleman et évidemment M. Toussaint,
qu'il faudrait implémenter un nouveau, j'allais dire un nouveau indicateur ou une nouvelle mesure pour évaluer le déficit public par rapport aux recettes, bien sûr. Et la seconde question, elle est d'ordre essentiellement liée à la philosophie politique. On parle beaucoup de la question de la dette et par contre on ne parle pas de ce qui est en train de se passer au niveau de la plupart, au niveau de certains États européens, à savoir la mise sous tutelle des régimes démocratiques. Donc la Grèce, avec l'arrivée au pouvoir de M. Papademos, et puis l'Italie, l'arrivée au pouvoir de M. Monti, et de l'autre côté, au niveau de la Banque Centrale Européenne, donc l'arrivée au pouvoir de M. Mario Monti. Alors, M. Draghi, merci. Alors, le point central de tous ces trois technocrates, en fait, c'est quoi? C'est des anciens de Goldman Sachs, et la plupart ont théorisé sur ce qu'on connaît aujourd'hui. Et M. Monti, justement, dans les années 80, était pour une gouvernance des experts. Et donc, j'aimerais avoir l'avis de M. Coleman là-dessus et du politologue. Il a théorisé le fait que progressivement, il fallait que les élites techniques et donc financières prennent le pas sur la vraie démocratie des citoyens. Et donc, quand on voit comment il est arrivé au pouvoir en Italie, il a juste été nommé, il applique des politiques drastiques. Et donc, dans l'indifférence totale, ça ne suscite aucun questionnement de la part de M. Coleman. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est le type de société dans laquelle vous souhaiteriez vivre, une société des experts, ou une société véritablement des citoyens responsables et qui rendent compte? Merci. Vous parliez dans l'histoire de la suppression des talons verts par rapport au dollar. Vous n'expliquez pas vraiment non plus pourquoi, dans le sens où il est clair que la croissance augmentait beaucoup plus vite que les réserves d'or. Et donc maintenir les talons de l'or par rapport au dollar pourrait être impossible. Et donc au nom de la sacro-sainte croissance, on a enlevé les talons de l'or. Et on savait très bien, vis-à-vis de ça, dans le même temps, on commençait des politiques de dérégulation qui ont maintenant 40 ans. Les États ne feraient que s'endetter à tous les coups. Donc on le savait depuis le début, je ne crois pas que c'est dû à une myopie politique, mais peut-être plutôt à une certaine pression économique. Et il est facile de parler aujourd'hui du fait que les États sont trop endettés quand la dette des États n'est qu'une conséquence de la dérégulation et de la suppression des taux. Donc c'est une manière de voir, on ne parle pas du tout de la cause sous-jacente qui n'est plutôt qu'un effet. Vous parlez d'autre part des banquiers qui sont le rôle de tampon entre les États et les banques centrales. Vous oubliez le fait que grâce à cette dérégulation, on a inventé ce qu'on appelle la spéculation et qu'aujourd'hui on peut même spéculer sur le fait que la Grèce n'arrive pas à rembourser sa dette. Donc il est clair qu'aujourd'hui les banquiers ne travaillent pas pour l'amélioration de l'Europe, ni même de la résorbation des dettes publiques, mais bien à s'en faire par les cloches, puisque le but c'est de, effectivement, vendre des produits pour faire de l'argent, quitte à ce que des pays crachent. Voilà. Je sais bien que ça viendra créer une grande frustration, mais donc on va prendre une dernière question. C'est juste une petite question technique à M. Coleman. Vous semblez dire que l'État-providence est idéologique, tandis que l'économie de marché ne l'est pas. Elle est plutôt pragmatique, naturelle. Personnellement, donc vous vous référez à l'anthropologie, moi c'est un des sujets que j'aime vraiment lire, et je peux vous assurer que dans l'ensemble de mes lectures, l'économie de marché, l'idéologie de l'économie, enfin l'économie de marché est purement idéologique. Donc je vous lis régulièrement, de temps en temps, je vais faire un tour sur votre blog, et souvent vous revenez avec ça, et ça n'est pas crédible. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. À mon sens, c'est la science sociale, évidemment, c'est faillible. Voilà, peut-être arrêter ici pour les questions. Bon, et puis, est-ce qu'il faut un gouvernement d'experts ou un gouvernement démocratique? Mais quelle serait la légitimité d'un gouvernement d'experts à long terme? Aucune. Et donc, je crois que tout le monde est d'accord sur un gouvernement démocratique. D'ailleurs, la plupart des pays qui ont mis des experts au pouvoir l'ont fait de manière temporaire, sans dictature, simplement pour régler des problèmes techniques qui doivent être réglés, comme en Grèce, et je crois qu'il faut s'en féliciter. Il y a deux choses maintenant où je vais quand même réagir. Le premier, c'est quand vous dites monsieur là tout en haut, mais c'est ce qui s'appelle un postulat. C'est-à-dire un postulat, ce qui doit peine démontrer quand vous dites la dette est une conséquence de la dérégulation. Moi, je ne sais pas très bien dans quel livre ou dans quel apprentissage scientifique vous avez vu ça. Parce que la dette a
cru, notamment dans ce pays, pour prendre des exemples très concrets, un taux marginal extrêmement important au moment où l'économie était parfaitement régulée dans les années 80 et 90. Le taux de croissance de la dette publique a été plus important dans les années 70 et enfin 80-90 plutôt que dans les années 2000. Hein. Donc la grande phase de dérégulation à la Reagan, auquel vous faites peut-être référence, j'en sais rien, on l'a attaché, a été postérieure à la croissance de la dette publique. Il ne faut jamais l'oublier. Et alors, pour répondre peut-être à votre question, quand je dis c'est une intuition, mais effectivement, et ce ne sera pas un postulat. Moi, je crois que les rapports humains sont fondés presque naturellement sur le commerce, sur l'acte d'échange. Non, mais on peut ne pas avoir envie, hein, on peut ne pas avoir envie d'acte d'échange, on peut dans des cavernes, non mais chacun part son idée. Je pense que c'est mon intuition. Et comme vous disiez, je ne sois pas avec scientifiquement, c'est autre chose. Mais moi, j'ai jamais dit que j'ai mentionné cette intuition par une dimension scientifique ou académique. Je dis simplement qu'à mon sens, les économies marchandes, je répète calmement, sont, à mon sens, les économies marchandes sont l'ordre naturel du progrès humain. Ça, c'est ma conviction, mon intuition. Voilà. Ah oui, Islande. Nous passons la parole à... Et donc, donc, je partage les préoccupations de plusieurs personnes concernant la mise sous tutelle des États par une série d'institutions et par des institutions multilatérales, la Troïka, Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire international, et aussi par les créanciers privés qui se constituent en cartel, comme l'Institut international de la finance qui est entré dans la négociation avec la Troïka concernant la dette grecque. Évidemment, c'est tout à fait préoccupant ce recours au gouvernement de soi-disant technocrates pris pour leur expertise et le discours autour de ça, alors que c'est autre chose qui les caractérise que leur expertise. C'est leur orientation et le fait qu'ils ne sont pas directement élus et qu'ils ne répondent pas devant des mandants qui soient les citoyens et les citoyennes de différents pays. Fondamentalement, ce qui me semble très important comme avancée à l'issue d'une conférence comme celle-ci, c'est de se dire qu'il faut prendre le temps de comprendre d'où vient la dette publique. On voit à quel point il y a des affirmations totalement opposées sur l'origine, sur quand ça a commencé, quelle est la cause. Et évidemment, si on se pose des questions sur d'où elle vient, comment elle a été accumulée, on peut aussi se poser la question de est-ce qu'elle a été acquise, accumulée de manière légitime, à quelle logique ça correspondait, et comment résoudre le problème de la dette publique. Donc si, à l'issue de cette conférence, une série de personnes sont convaincues que ça vaut la peine d'approfondir, et peut-être au niveau citoyen, de se réunir, de discuter, pour comprendre ensemble une série de mécanismes, mieux les comprendre. Alors je reprends l'antenne, je vous ai mis le lien, je vous le remets sur le chat écrit pour ceux qui sont intéressés pour voir la vidéo entière, il y a plusieurs parties. Hein. Donc vous pouvez regarder ça, il y a plusieurs autres vidéos intéressantes à regarder. Oui non, Luigi, je te demandais par rapport à pourquoi tu avais dit que j'avais un QI de moule. Et autrement, je demandais si tu viens toujours au salon demain, et aussi j'ai élargi la question en demandant s'il y en a d'autres qui seront là demain au salon d'analyse technique, si certains ont repéré les conférences particulièrement intéressantes. Luigi a donné son point et ses idées. Tiens, on a Marc Fiorentino ce matin, on l'écoute. Au micro de BFM, apparemment pour acheter la dette de la France. Marc Fiorentino, monfinancier.com, donc à partir... Bonjour Marc. Bonjour camarades. À partir du 16 avril, eh oui, on a lu du Jean Jaurès tout à l'heure. Hein. À partir du 16 avril... Puis Mélenchon est à 14%, donc
Faut s'y habituer maintenant. Tout le monde pourra spéculer sur la dette française. C'est une annonce qui est passée relativement inaperçue et c'est le journal Les Échos qui l'a noté le 16 avril. Soit, quelle coïncidence, une semaine avant le premier tour des élections françaises, un marché de dérivés, un des plus gros marchés, l'Eurex, va ouvrir un contrat à terme sur les emprunts d'État français. Alors qu'est-ce que ça veut dire très simplement? Eh bien jusqu'à présent, si vous vouliez spéculer contre la dette française, vous n'aviez que deux moyens. Acheter des CDS, vous savez, ces fameux contrats d'assurance contre la faillite, ou vendre à découvert des emprunts d'État français. Autant vous dire que c'était quasiment impossible. C'était des moyens qui étaient destinés aux grandes institutions financières et aux gros fonds spéculatifs qui nécessitaient de très gros moyens. Donc ça veut dire que là, ce sera plus facile, Marc. Tout le monde, ou presque, vous, moi, pourra acheter ou vendre à découvert des emprunts d'État français facilement. Et en plus, avec un effet de levier de 20. C'est-à-dire qu'avec 50 000 euros seulement, vous pourrez vendre à découvert 1 million d'euros d'emprunts d'État français. C'est tout simplement l'arme fatale, l'arme idéale pour attaquer la France. Cela fait, je le rappelle, plus de 13 ans qu'avec la disparition du MATIF, le marché à terme des instruments financiers, on ne pouvait plus spéculer contre la France aussi facilement. Ça veut dire que la perfide Albion prépare la grande attaque que vous nous prévoyez qui suivra le second tour, Marc. Non, absolument pas. On va dire simplement pour vous faire plaisir, Stéphane, que c'est une simple coïncidence, que c'est un hasard. Si quelques jours avant les élections françaises, les spéculateurs du monde entier se dotent d'une arme fatale bon marché et à fort effet de levier pour s'attaquer à la dette française, rassurez-vous, il n'y a pas de complot, dormez tranquille, il ne se passera rien. C'est dingue cette histoire, Marc. C'est dingue, hein, dingue. Marc Fiorentino, monfinancier.com. Voilà donc le point de Marc Fiorentino. Alors pendant qu'on est sur le site de BFM Business, on va regarder, même si c'est tard maintenant, ce que disait ce matin Jean-Luc Hussac et je sais pas si c'est Stéphane Solitaire ou un autre. Alors que là sur le CAP c'est très mou, sur l'euro-dollar c'est très mou également. Du côté des marchés actions, on approche de la clôture au niveau de l'Europe, on a plutôt un retournement mais on est toujours assez haut, donc on a de l'hésitation on va dire, et de l'accumulation pour le moment. On verra si les vendeurs sont capables de reprendre en main ce marché ou pas. Mais pour vendre de la dette française, faut déjà en détenir à la base. Bah ouais. Et donc avec ça, on utilise l'effet levier 20. Et donc forcément, ça fait augmenter les taux, ça veut dire. Bah je me rends pas compte. Puisque comme tu as acheté de la dette et que tu peux t'as un effet de levier 20, ça veut dire que les forces vendeuses seront supérieures. C'est comme si l'État demandait encore plus de fric qu'avant. Ah donc maintenant t'es même pas obligé de détenir la grecque si j'ai bien compris, lol. Bah si tu veux vendre un truc faut bien le détenir à la base, après sinon c'est un contrat quoi. Ah bah non, Phil, il dit bien que on peut, on vend à la découverte, tu possèdes même pas de dette française quoi. C'est incroyable. Ah ouais d'accord, ok. BFM Business, 10h midi, Intégral Bourse. 22h hier soir, troisième séance consécutive de baisse à New York. Les investisseurs expriment leurs craintes sur la croissance mondiale. À Wall Street, le Dow Jones perd 0,6%, le SPI 500 cède 0,72%. De son côté, le Nasdaq abandonne 0,39%. À 7h ce matin, nouvelle baisse également en Asie. Le Nikkei notamment perd plus d'1%. On s'inquiète toujours du ralentissement chinois. À 9h, après 4 séances de repli, le CAC ouvre à l'équilibre. L'indice s'affiche à 3473 points. On remarque côté valeur ST Micro qui prend un 67 tandis que Publicis perd 2%. Il est maintenant 10h06, bienvenue à tous dans Intégral Bourse. On est ensemble jusqu'à midi, bien sûr, comme chaque matin. Actuellement, le CAC 40